Aujourd'hui, la mission est simple. J'ai une photo merveilleuse d'Irving Penn derrière moi avec Miles Davis pour l'album Tutu, qui était un petit chef-d'œuvre de retour au jazz rock. Aujourd'hui, la mission est simple mais ultra complexe. Nous avons parlé de photos avec William Klein. Nous allons continuer à parler de photos avec Horst, Blumenfeld, David Bailey, Richard Avedon, Irving Penn. La photo de mode. Nous allons voir qu'on est dans l'inverse de ce qu'a fait William Klein, c'est-à-dire un humain, un costume, un fond blanc. Rien de plus que ça. Et donc, si votre cerveau du vendredi est plutôt sur la réserve, ça sera déjà pas mal. On va découvrir de cette époque d'avant ces années 60, comment la photographie s'est développée dans des magazines autour de la mode et comment la mode, à l'inverse de William Klein qui va mettre les mannequins de mode dans la rue, les prendre en photo comme surprise. Richard Avedon dit quelque chose qui est relayé dans le livre de Bernard Blisten, qui est assez rigolo, qu'il faudra que vous gardiez en tête. Il dit « J'aurais l'impression de mentir si je photographiais en lumière du jour dans un monde d'aéroports, de supermarchés, de télévision. La lumière du jour est une chose que je vois rarement, à laquelle je dois renoncer. » Voilà, il ne s'agit pas de réalisme, c'est vraiment l'inverse de la photo choc, de l'anti-photo de William Klein. Ça, c'est la partie facile de la journée. Par contre, quelque chose qui va me prendre plusieurs séances, il va revenir plusieurs fois, c'est que je vais essayer d'expliquer. Et si ce n'est pas facile, c'est parce que c'est complexe et puis parce que je ne suis pas très sûr de tout à fait le comprendre. Je cherche en racontant. C'est que la partie photographie pure, donc vous voyez, on est en 34, les magazines de mode, soyez belle, on vous épie. En 34, ça ne signifie pas tout à fait la même chose. Le développement de ce qu'on a comme idée de la mode française, de beauté des textures, de simplicité des formes, va se développer par les magazines, par les photographes comme Jean Moral ici, qui change, c'est un des premiers à amener des mannequins dans la rue. Peu photo de chapeau, les mettre dans des situations, on est dans les années 30, un peu de surprise. Mais toute la mode, là c'est Schiaparelli, juste après je vais vous montrer Coco Chanel. Ce que je voudrais montrer aujourd'hui, qui va expliquer ce qu'est le contemporain, c'est que les années 30 et les années 60 restent dans la photo de mode dans quelque chose de très formel, dans quelque chose qui vient de la modernité, c'est-à-dire un fond blanc, une lumière simplifiée, une gestion de précision du grain, de la matière de la photo qui est très très belle et qui reste très formelle, qui est très attachée à la forme. C'est ça l'idée que je voudrais développer, c'est que, et ça, c'est Rosalind Krauss qui m'a donné l'idée, j'en parlerai à la fin, puis je continuerai lundi, c'est que elle dit que la photographie, c'est dans son le photographique, elle parle du rapport photographie et simulacre. Et si je vais vite dans ce que j'essaye doucement d'amorcer, là, ça rame, c'est le fait que la photographie, quand elle est formelle, et toutes celles qu'on va voir là et qui sont très belles, hein, mais j'ai pris des photos de Piguet parce que les années 30 jouent à fond la carte de la forme, une sorte de simplicité art déco. Et le contemporain, je finirai aujourd'hui avec quelques images de Cindy Sherman, c'est continuellement le fait en photo dans les années 70-80 de montrer que c'est faux. C'est pour ça qu'elle parle de photographie et simulacre dans cet article, et que si ce que je raconte là est encore très flou, c'est normal, il faut venir plusieurs fois. C'est-à-dire que là, si je simplifie l'idée, que je crois comprendre, la photographie de mode va aller très loin avec Avedon, Bailey, Irving Penn, on va vraiment voir des chefs-d'œuvre en simplifiant les moyens. Vous voyez, plus de lumière du jour, pas de décor extérieur, mais en allant le plus loin possible dans la recherche formelle, qui fait que les clubs de photos vont se régaler pendant des décennies encore, que les filtres de téléphone ou d'appareil photo vont nous régaler de savoir-faire qui font style belle photo. Et que l'art contemporain et la photo contemporaine des années 80 va comprendre ça et jouer le jeu du simulacre, jouer le jeu d'être une photo, de montrer
Si vous avez une idée de à quoi ressemble Cindy Sherman, sinon restez jusqu'au bout. Cindy Sherman va se costumer en personnage de cinéma, de photo, et va jouer à être une modèle de photo en accentuant le costume, le maquillage, l'éclairage, le cadrage, toute la signification de la photo va être surjouée. Et notre film d'aujourd'hui, il est plus connu, mais c'est justement le Blue Web d'Antonioni qui s'amuse de ça. J'ai planté le décor de la recherche formelle des années 30 aux années 60-70 au fait que la photo contemporaine aille vers le simulacre. On a dit 37 Marie-Claire. Il y aurait de quoi faire, d'ailleurs, une petite analyse rigolote, c'est que les magazines pour filles ont un prénom qui va avec la mode des prénoms. Le jardin des modes, vous voyez comment, dès les années 30, on est déjà dans une recherche de forme, de jeu avec la couleur, simplicité entre le personnage qui est au premier plan, les gros plans qui sont projetés. Ici, Coco Chanel qui va incarner un peu cette, il me semble, hein, à la fois cette recherche de forme et en même temps quelque chose de très très classique, pas si innovant que ça, il me semble. Voilà, Alex Gray pour Harper Bazaar. On a des magazines américains qui vont développer des choses qui viennent pas seulement de l'art abstrait. On a vu que pour Klein, c'était sa formation, mais aussi du surréalisme, c'est-à-dire un jeu de décalage. Les années 30 sont plus fortes pour ça. Les années 50-60 ont vu passer ce développement de l'art abstrait qui devient l'art international. Mais là, je suis encore dans des zones qui sont influencées, comme le fait Blumenfeld, on va le voir tout de suite, par le surréalisme. Voilà, Coco Chanel, le jeu de simplicité de la petite robe noire, de choses qui sont simplifiées, mais qui, quand on le pousse un peu plus, sont classiques en fait. Et je voulais faire un petit sort à la peinture qui, dans les années 30, on en voit beaucoup au musée des années 30 de Boulogne. Voilà, il s'appelle Robert Poujon. C'est la peinture élitiste, la peinture de commande. C'est une peinture, c'est très beau. Madame Culot dans une robe de Maggie Rouff. Voilà, 1,35 m sur 1,8 m. C'est à la fois en 39, quand il peint ça, Poujon, c'est l'art le plus académique qui soit, en fait. C'est-à-dire, on fait plus de réalisme, on fait plus de photoréalisme, entre guillemets. On s'adresse à puisque la robe est précisée, la collection est précisée, on s'adresse à une clientèle qui va payer très cher cette capacité à reproduire le réel. Ce qu'on retrouve, j'aime beaucoup ça chez Boutet de Monvel, voilà, qui va être à la fois dessinateur de mode et à la fois peintre. Vous voyez, ça c'est un autoportrait de lui. J'ai mis ce petit livre parce que ça rappelle son nom. Une époque où être riche, conservateur, et montrant sa richesse dans les années 30 qui peut un peu mal tourner, c'est une parenthèse qui se finit, en fait, qui se tourne, mais qui pose problème à l'histoire de l'art, parce que le musée des années 30, quand il a ouvert à Boulogne, était un peu catalogué par Dagen comme le musée des arts fascistes. Et en fait, la référence au réel, à une sorte d'élégance formelle, encore un dessin de Boutet de Monvel, on voit bien que ce type d'image va se retrouver dans les magazines, même encore aujourd'hui. Il y a une façon de faire qui fait penser à Norman Rockwell, qui n'est pas créateur de magazines, mais une sorte d'hyper-réalisme du détail dans une composition simplifiée avec peu de fond. Ce tableau de Maharaja qui était au musée des années 30, il a été vendu il y a quelques mois. C'est au moins 1 million. Hein. C'est quelque chose de très, très impressionnant. Il était longtemps en dépôt au musée des années 30 à Boulogne, mais il n'y est plus, il fallait y aller. Voilà, une virtuosité formelle qui se retrouve dans beaucoup d'arts américains encore aujourd'hui, dans des arts de commande pour des gens riches qui veulent un savoir-faire, en fait. Mais ce que je regarde qui m'intéresse, c'est à la fois l'incapacité de ranger ça quelque part, puisque on est dans le passage du surréalisme des années 20 à cette abstraction qui va faire les années 40-50. Donc ni Poujon ni Boutet de Monvel sont rangeables quelque part.
on est emmerdé, on les met dans des musées sur les côtés où on ne les voit pas. Et la question que se pose le prof d'histoire de l'art, c'est si on ne peut pas ranger tout le monde, je vous ai assez raconté que l'histoire de l'art chronologique, c'était fini, ça, on est dans un système de relecture. Par contre, on peut à la fois les regarder comme un signe de virtuosité, parce que l'espèce de colombe qui s'envole, le chapeau qui est au-dessus, c'est presque une image qui pourrait servir de publicité encore aujourd'hui, parce qu'elle est très attachée à montrer ses moyens, à montrer ce qu'elle sait faire, et très attachée aussi à jouer avec les formes. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des détails qui sont poussés, qui sont très, très réalistes, un jeu de sortie du cadre. C'est un art qui montre qu'il sait faire, en fait, qui a une espèce de virtuosité apparente. C'est là où il est un peu marqué, mais c'est là où il redevient intéressant, à mon avis, dans ce qu'il raconte de cette époque-là. Prenons le premier, Horst. On est encore dans les années 30. C'est une photo de Roger Schall qu'on a vu tout à l'heure qui prend en photo Horst en train d'éclairer un modèle. Des modèles Coco Chanel, simplifiés, un jeu avec du surréalisme, avec des éléments qui viennent perturber un peu la prise de vue, qui fait qu'on ne sait pas trop ce qu'on a devant nous, et puis une recherche formelle avec la couleur, avec le mouvement, avec le jeu de décalage un peu surréaliste, mais une photo qui est à la fois a vieilli visuellement. C'est très intéressant ça de comment une photo vieillit pas ou vieillit. C'est pas que la robe, c'est pas. Il y a une espèce. Alors on va tenter cette première idée. C'est comme si on pourrait dire un accent. Vous savez, il y a des mots ou euh, les jeunes des années 60 disent alors vieux, comment tu vas? Je passe mon temps à faire ça parce que je trouve ça amusant, c'est un peu décalé. Ils parlent de surpatte, ils parlent de tépaz, mais il y a des mots du vocabulaire qui est lié à une époque. Et je dirais qu'il y a une sorte de grammaire visuelle qui est liée à des époques, en fait, qui fait qu'il y a une espèce de mode, d'ambiance, de couleur, et que le jeu de Horst va être sur le fond blanc du studio de photo de mode, de jouer avec les tissus, de jouer avec la matière des tissus, de jouer avec les différences de gris. Et longtemps, la photo va être en noir et blanc, jusqu'à surjouer le côté classique, en fait. C'est pour ça que la dame à culotte et la couleur s'est intercalée dans un endroit qui n'était pas prévu dans le déroulé. La direction vous présente ses excuses pour ce rebond inattendu. Voilà, on a une image de robe. On est dans la mode qui va marquer l'Amérique, hein. On y reviendra après, mais de ces années 60 qui vont habiller Jackie Kennedy jusqu'aux années 80. On est dans une mode qui est très, très formelle. La taille est soulignée, les épaulettes sont marquées, les jeux de plissés sont accentués, qui font qu'une photo de Hertz comme ça, effectivement, convoque l'imaginaire de l'Antiquité, enfin une Antiquité revisitée, c'est-à-dire des lignes verticales, un intérêt pour le plissé, parce que le plissé, c'est à la fois une chose qui montre la forme et en même temps qui la nie. Voilà, le nœud qui réunit l'ensemble va fabriquer un plissé sur le devant qui fait disparaître la poitrine, le ventre, le pubis. Ah, moi, je porte ça dès que je suis chez moi, tranquille, comme ça, tout ce qui ne doit pas être vu ne sera pas vu. Très pratique, je vous le conseille aussi. Voilà, l'intérêt de Hertz qui fait entrer, il n'est pas tout seul, on va le voir, la photo dans un monde formel, c'est le noir et blanc, l'éclairage latéral, le petit clin d'œil qui aujourd'hui serait vu comme une sorte de photo de photoclub, c'est-à-dire quelque chose dont les références sont trop marquées. Mais c'est un peu lui qui participe à l'inventer. Voilà, la photo de mode, comme on pourrait en avoir, je ne sais pas moi, au BAD, je vois ça dans la rue, des dames à soutien-gorge qui copient ce genre d'image, en fait, qui viennent jouer avec la connivence du spectateur, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de montrer un cul, mais en fait, si. C'est-à-dire, non, c'est l'amour de la belle image, l'amour de la beauté qui me font intéresser, en fait, pas du tout. Et ce qui me donne ces deux intercalages-là pas prévus,
le décalage du regard qui fait qu'on ne sait pas trop ce qu'on a devant nous, et jusqu'au décalage d'intérêt. C'est-à-dire, si on regarde bien, de la forme pure, une forme géométrique de pointillés qui entoure la culotte qui est à vendre, les jambes parfaites, l'équilibre entre cette tige et cette corolle, mais une façon de montrer l'effet qui est presque aujourd'hui pour nous trop lourde. C'est une bonne introduction parce que il y a la même chose chez Blumenfeld. Erwin Blumenfeld va être photographe de mode. Il y a eu une rétrospective sur son travail il n'y a pas très longtemps. Je vais vous montrer une vidéo tout de suite qui le montre bien parce que Blumenfeld, au début, est proche du surréalisme. C'est un merveilleux chef-d'œuvre qui s'appelle Le Minotaure, le dictateur de 1936. Vous voyez, c'est une vraie tête coupée d'animal entourée d'une espèce de turban qui donne une espèce de personnage complètement curieux. Blumenfeld est à la fois du côté du surréalisme dans ces années 30, et puis après, il va emmener cette espèce de vocabulaire surréaliste vers la mode. Le mannequin sans tête, qui est un petit chef-d'œuvre aussi. Puis, par ce jeu de décalage, faire entrer le décadrage de l'image, la composition de l'image, du surréalisme vers l'abstraction. C'est assez bien résumé là. Si vous avez une idée, avant que je n'oublie, le dernier film de Clouzot est exactement dans cette esthétique-là, celui qu'il a fait avec Schneider, qui n'est pas sorti à temps. Là, c'était il n'y a pas très longtemps, 2017. Où est-ce que vous étiez, dites donc? Donc, Blumenfeld était un bon exemple aussi de ça, de la façon dont le surréalisme d'abord, l'abstraction ensuite, vont devenir des éléments de vocabulaire qui sont issus de l'art moderne, de la création moderne, et qui va se retrouver dans la photographie de mode et dans la photographie d'art, ce qui va être l'enjeu du jour. Voilà, le décalage de la lumière, de l'ombre sur les personnages, le jeu de fractionnement de l'ensemble. Pour le dire autrement, c'est un très bon exercice qu'on pourrait faire aujourd'hui comme jeu de travail sur l'image, de dépasser, de juste représenter le monde, mais alors les modes reviennent, hein. Donc, je ne peux pas dire forcément que c'est passé parce que ça revient après. Mais ce jeu avec l'image et sa disparition reste très formel, en fait. C'est-à-dire que c'est la beauté de la différence entre cette image grise et bleue au fond, floue, avec cette forme pure qui pourrait être de l'abstraction américaine, hein, c'est l'époque. On est dans les années 50-60, qui vient masquer l'image et qui en même temps suggère la silhouette, suggère le chapeau, et en même temps la masque. Tout un jeu de disparition de l'image et de réapparition de l'image. Mais qui se fait dans la simplicité du studio et dans petit à petit la disparition de tous les éléments qui viendraient perturber les signes visuels. On est dans une photo du signe, qui fait que d'ailleurs ça a vieilli et puis que par moments ça redevient sympa parce que je viens de vérifier, c'est 64 le Clouzot, l'enfer avec Schneider, qui est une sorte de recherche de projection de couleurs sur le corps de Romy Schneider qui suggérerait le délire en train d'avancer. La mode, elle s'en fout de ça, ça l'intéresse, tout ce qui peut renouveler le genre, renouveler le regard. Et encore aujourd'hui, si je parlais de Jeff Koons en commençant, l'art contemporain s'inspire de la mode, les deux vont de pair. Et pas que sur des choses figuratives ou reconnaissables. Voilà, l'attitude, la façon dont on viendra plus tard sur Helmut Newton, qui est l'autre grand photographe de mode, il me semble. La façon dont la tension
pornographique ou vulgaire qu'il y a dans l'image de Newton va créer une espèce de surprise dans l'image de mode. Parce qu'en effet, quand on vend des tailleurs Chanel et que la dame qui pose est à quatre pattes, il y a une espèce de tension qui fait qu'on ne sait plus devant quel type d'image on est et que c'est ça qui est en train de se jouer là. L'art contemporain va nourrir le monde de la photographie de mode et transformer sa façon de le faire. Mais ce qui m'intéresse de montrer, c'est dans ces illustres prédécesseurs, arrive tout à coup de la nouvelle mode des années 60, Mary Kent et puis sa petite robe courte. J'en profite pour relever ce que je voyais dans Wikipédia, la phrase de David Bailey qui disait « Les années 60 étaient fantastiques à Londres pour 500 personnes. Si vous étiez chauffeur de taxi, rien ne changeait. » C'est juste pour qu'on ne se projette pas trop non plus dans ce monde fabuleux du swinging London. On a, dans ce que j'en comprends, à la fois les moyens financiers de consommer de ces 30 glorieuses, avec deux astuces que je crois comprendre. C'est insuffisant pour le moment, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, parce que pourquoi ça arrive là, à ce moment-là, et cette musique des Who, des Small Faces, des Rolling Stones, se retrouve là, c'est aussi une politique éducative anglaise qui va développer, je l'ai déjà dit, beaucoup les écoles d'art, et donc qui va former des gens de toutes les classes sociales vers l'art et vers la création, et donc sans doute fabriquer un public et des acteurs possibles, et puis même des hommes d'affaires qui vont avoir l'idée sur ce Carnaby Street, c'est une photo récente, mais dans ces années 64-66, de faire des lieux de consommation, des lieux de vie, en fait, des lieux où on peut rester et traîner tellement c'est chouette. J'en profite pour partager des petites découvertes, puisque ce Swinging London n'est pas filmé que par Antonioni, il est filmé avec Terzieff et Bardot par Serge Bourguignon en 67. Et qui est-ce qui traîne dans le film? Il y a aussi un deep end de Skolimowski. Il est parti. Eh bien, j'avais une très chouette image. Il est en dessous. Ah, on ne le voit pas, c'est pour ça. Voilà, encore Jean Rochefort. Il est dans tous les films. C'est une légende. Un de ceux qui illustre le mieux ça, c'est David Bailey, qui est un photographe anglais, portraitiste. On vient au cœur de mon sujet, Bailey, Avedon, Irving Penn, photo de studio, portrait, mode, un petit peu de nature morte, fond blanc, éclairage artificiel, la forme pure. C'est-à-dire, il va falloir trouver, c'est là où ça va devenir difficile, parce que l'enjeu, je l'ai dit, on a quelque chose qui est très formel et donc très artificiel en un sens. Mais l'enjeu qui est caché en dessous dans les images que je voudrais partager, c'est que déjà, on peut découvrir, et puis c'est chouette, mais aussi, si on pourrait inverser la question, si vous étiez photographe, que vous avez le même genre d'appareil photo, un fond blanc, la même lumière, comment se différencier? Qu'est-ce qu'on peut apporter dans ça? On va voir que Avedon et Irving Penn, pas la même chose. Et Bailey non plus. Bailey, c'est aussi une façon de jouer avec ce fond. Vous voyez, les deux Beatles fabriquent une espèce de masse. On pourrait penser à une peinture abstraite presque de Kooning ou on est en 65, voilà, c'est les mêmes années. C'est-à-dire quelque chose qui deviendrait une forme simplifiée comme un logo presque. Vous voyez, comme une lettre, Franz Klein, tout cet art américain qui a franchi les frontières et qui a l'air de se retrouver dans cette simplicité de moyens. David Bailey se marie un temps avec Catherine Deneuve, toute jeune, dont on pourrait faire, et c'est pas sexy ce que je vais dire du tout, mais ces maris donnent des périodes à son travail et aux influences qu'elle sait trouver entre Mastroianni et David Bailey. Il y a déjà deux époques culturelles passionnantes. David Bailey correspond bien à cette période-là, c'est pour ça que je commençais par lui, mais ce n'est pas celui qui m'intéresse le plus.
je voudrais parler de Richard Avedon et d'Irving Penn pour essayer de voir les différences qu'il peut y avoir entre les deux. Voilà Avedon. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut parler de sa photographie de mode quand il n'est pas encore dans le silence du studio? C'est cette capacité de jouer avec le mouvement. Je le disais, l'autre citation à l'élégance sophistiquée de ses premières images, les photographies sans décor traitées avec une précision chirurgicale qui naissent d'une attention redoutable d'Avedon à son modèle. Et ça, on va le voir chez Penn et chez Avedon, une sorte d'empathie, chez Irving Penn, de lenteur avec le modèle, qui pose une relation. La critique parle de géographie émotionnelle d'une rare intensité. Elles inaugurent une conception de la photographie qui, au-delà de la mode, se trouvera chez Guy Bourdin et Helmut Newton une dimension singulière. Là, on part de la mode, mais ce qui nous intéresse dans la mode et dans le portrait, c'est cette idée que petit à petit, on va gommer toute narration. Il y a encore dans celle-ci un décor, il y a encore un truc qui se raconte, mais on va aller au plus simple, ce qui va vers le formel. Par contre, ce qu'il y a de propre à Avedon, qui est très différent de chez Irving Penn, c'est son sens du mouvement et son intérêt pour le mouvement. Et ça fait une clé de lecture qui est déjà suffisante. On a une photo tardive de Stéphanie Seymour en train de tomber. Voilà l'espèce de forme que ça fabrique est à la fois une structure abstraite, mais aussi un mouvement qui va se retrouver dans beaucoup de ces photos, dont celle de Verouchka, qui est la plus célèbre de 67, cette espèce de jeu de la natte, de courbe. On est peut-être dans une structure abstraite, mais vous voyez que le fond vibre un peu, le sol est présent. L'ombre portée sur le sol ajoute à la légèreté du personnage. J'ai oublié de préciser que Avedon est américain. Il n'y a pas que des Anglais dans l'histoire. L'espèce de tension oblique qui vient couper par rapport à ce pied qui n'est pas au centre, la légèreté, densité de l'ombre et puis légèreté après va accentuer. Le format est presque carré. C'est aussi ça qui fait que le personnage pourrait presque tourner dans la page et il serait tout aussi efficace. Vous voyez, on est presque au milieu, mais tout est sur des obliques. Des obliques et des contre-obliques de l'autre côté. Du foncé, du clair, du foncé, du clair, du foncé, du clair. Parce que vous vous en doutez peut-être, mais pour faire comprendre le mouvement, il nous faut un élément fixe. Et le sol est là pour ça. On est dans la simplicité du studio, on a perdu les décors, mais on a aussi... on est dans le noir et blanc, ce qui simplifie beaucoup le travail d'inattention, entre guillemets. Mais on a aussi, et accentué la recherche formelle, mais on a, dans cette capacité de jouer avec peu de moyens, une recherche qui, par le mouvement, va apporter une force au modèle et à ce qui est présenté. Ça, c'est la campagne Versace qui est plus tardive et qui commence à se rapprocher de nos années à nous. Voilà, parce qu'il travaille pour Harper's Bazaar sur 45-65, pour Vogue entre 66 et 90. 25 ans. Il fera à côté, je ne vais pas le montrer, mais des portraits de gens simples, je vais en montrer un seul, mais de gens qui luttent pour les droits civiques, des manifestants de la guerre du Vietnam, d'hôpitaux psychiatriques. On n'est pas chez des artistes, parce que c'est là la question, on peut les appeler artistes alors qu'on est sur une utilisation utilitaire de la photo. Qui donc, pendant longtemps, ce n'est que récemment qu'ils sont exposés dans des musées à part. Mais ils ont déjà la curiosité d'aller sur d'autres domaines. Vous voyez comment le jeu de forme vide-plein accentue le mouvement, la mobilité de l'image, mais aussi joue avec les vêtements qui sont noir et blanc. Et sa campagne pour Versace est intéressante comme tout pour ça, parce que elle me permet aussi de montrer que pour que tout le monde ressorte sur un fond blanc, il faut trouver les postures de tout le monde. Mais qu'à l'intérieur de cette simplicité
de façon de travailler, de peu de lumière artificielle, fond. Voilà, ça c'est la photo la plus connue. On est en 55 pour une robe Dior, qui, si vous le regardez bien, est quand même très très classique aussi. Le contraste avec les éléphants. Mais ce qui m'intéressait, c'est que, puisque j'essaye de montrer qu'Avdon est un grand photographe du mouvement sur un fond blanc, sur la recherche des formes les plus simplifiées, ce qui m'intéresse, c'est finalement ce qui a eu du succès, c'est le contraste entre la belle et les bêtes. Mais c'est aussi le mouvement, l'espèce de forme de la trompe dans le bras, de la courbure, voilà, le déhanché qui fait cette espèce de forme claire ici, qui se découpe bien, qui est accentuée par le tirage. D'ailleurs, c'est ça qui donne une sorte de densité au modèle. Le modèle est noir-blanc, alors que tout ce qui est autour est gris et plus ou moins pas net, entre guillemets. Là, on a un piqué très, très important. Je suis obligé d'entrer dans le détail parce qu'il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'éléments sur lesquels s'accrocher. C'est pour ça que la plupart du temps, les commentaires sur les photos de mode sont compliqués à faire parce qu'on est dans une recherche de forme, on est en train de vendre un habit. Qu'est-ce qui différencierait tel photographe de tel autre? Ce que montre Audrey Hepburn, actrice sur le plateau de Funny Face par Avdon, c'est que ce goût pour le mouvement, on va le retrouver dans les portraits. Encore Audrey Hepburn en train d'être enlevée. Voilà, dans les portraits, c'est là où je voulais en venir, c'est que par ce travail sur la mode et cet intérêt pour le mouvement, on voit que ce qui est fort dans les portraits d'Avdon, c'est quand c'est fixe et qu'on est sur une tête, il y a du mouvement. Bob Dylan est à la fois arrêté, et par sa posture, par la façon dont il a noué sa veste, par le fait qu'il soit tout proche de nous, par le fait qu'il y ait de la netteté dans son regard et beaucoup de flou dans le reste, il vient d'arriver en fait. Et dans une seconde encore, il est autrement. Quand Jeanne Moreau se retourne, elle est comme surprise par le photographe qui la prend en photo. Son corps dit une sorte de surprise, elle se tourne, mais son regard ne dit pas du tout la surprise. Quand je vous dis qu'il faut que je cherche, en tout cas, je crois que c'est une des façons de lire les images, surtout quand elles sont très très simplifiées, une tension, c'est-à-dire quelque chose qui pose problème dans l'image. C'est comme ça que je l'apprends aux étudiants. Il faut que vous trouviez une tension. Ah, monsieur, j'en vois pas. Ben, trouve, invente. Tu vois très bien comment tu peux t'embrouiller avec ta mère ou avec ton frère, non? Tu veux bien inventer un truc en disant pourquoi tu m'as parlé comme ça. Voilà. Ça, c'est une tension. Il y en a une dans l'image tout le temps, sinon elle n'est pas intéressante. Et ça peut être le point de vue qui est inattendu, ça peut être que le point central n'est pas le point central, qu'il y a une espèce de jeu dans la force du regard de Jeanne Moreau. Ça, c'est pas dur quand c'est bien éclairé, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais il y a aussi une force dans la découpe de ses mains, dans le fait que c'est une espèce de patte, de griffe découpée en blanc et que ça, c'est le tirage aussi, c'est la lumière, c'est le grain et la façon de l'organiser. Je vous dis ça parce qu'on a des grilles. Hein. On en a sur le visage, ça l'adoucit, on en a sur le dos, on en a dans le fond. On n'en a plus dans les mains. Le tirage accentue ça. On est tout doucement, mais vraiment tout doucement, en train de reconnaître que non seulement le modèle peut être peut-être l'auteur de la photo, mais que le tireur en est une partie prenante. On va y venir avec Rosalind Krauss. Encore Richard Avedon. Et hormis le plaisir de retrouver des amis français anciens et une complicité, une présence incroyable qu'on retrouve dans les magazines, parce qu'il y a quand même une tête qui est déjà en mouvement, hein, le monsieur. Ils sont à New York, c'est à ce moment-là qu'il va les prendre en photo. C'est d'ailleurs la petite rubrique People, ça se passe pas très bien quand même à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le mouvement que j'ai voulu vous montrer. Il est en train de la regarder, elle est en train de nous regarder. Ils ont des clopes sur le feu, elle est en train de le tenir. Il y a son alliance qui est visible. Elle est sur son dos et il aime bien ça. Il y a une espèce non seulement de tension parce qu'on ne sait pas où est le vrai sujet. C'est à la fois ce regard incroyable et à la fois celui-ci qui est moins fort dans celle-ci, il me semble. Et dans la pliure du journal, c'est-à-dire la composition de l'image sur le livre,
fait perdre de la force à la photo, elle fait gagner mon temps tout seul, et non plus le rapport qu'il y a entre les deux personnages. Mais chez Avdon, il y a tout le temps un jeu d'interaction qui est génial. On a à la fois Rob Grillet, Alain Resnais et Claude Chabrol dans une espèce de composition incroyable, toujours fond blanc, presque pas d'ombre. Il n'y a pas de grosses ombres fortes, mais un jeu de composition avec les regards, avec la sortie du cadre de l'extérieur, lui qui le regarde, l'autre qui le regarde pas, lui qui s'en fout. Mais le fait qu'ils aient l'air d'être en train de parler, qu'ils aient l'air d'être en train de se dire quelque chose, ben enfin, tout le monde est en train de parler, donc personne n'écoute personne, personne n'écoute tout le monde. Et cette espèce d'espièglerie qu'il y a entre eux, avec le geste de la main, qui fait qu'on a une image qui est très forte, qui joue par l'attention de mouvement à donner des portraits d'une autre nature que se poser, qu'on va trouver chez Irving Penn. Pareil, petit coup de génie de Richard Avedon. Là, on est en 71, le 20 juin. Truffaut à gauche, son double, si vous connaissez l'histoire, Jean-Pierre Léaud, qui est quand même là aussi une figure du cinéma qui est incroyable, puisqu'on le connaît depuis tout petit et on l'a en Roi Soleil vieillard. Des visages qui passent le temps avec nous, qu'on peut voir, c'est tout à fait fascinant. Et avec une capacité d'incarner des choses très différentes. Là, le jeu de tension, il est encore plus fort parce que vite fait, on croit que ce sont des jumeaux. Vite fait, on a l'impression que le costume, chemise, veste, cravate, raie sur le côté, sourcils épais, gros nez. Et en fait, quand on le regarde de près, il ne se ressemble pas du tout. Ça, c'est le tour de force du photographe. Les collets, la façon de les éclairer. Si vous regardez bien, si on a une ombre ici, la lumière vient de gauche, mais si elle est en dessous, elle vient aussi du dessus. Ce qui va accentuer, en clarifiant Léo, il va le faire ressortir davantage. Et sans doute parce que le visage plus jeune, le regard non posé, lui donnait un petit peu de déficit, et l'éclairage va accentuer la force de l'image sur Léo, alors que Truffaut, nous regardant calmement, on a même un bout de son bras, et des plis de costume qui fait que toute l'image va plutôt vers Truffaut, mais que la tension s'exerce encore parce qu'ils sont proches, parce qu'ils ne font pas la même chose et parce que l'éclairage de Avedon va jouer ce décalage-là. Voilà, je parlais de photos de personnes de la vie de tous les jours. Richard Avedon va faire à la fois des portraits qui, quand on a... C'est le rôle du prof d'histoire de l'art, hein. C'est comme ça que je le comprends. C'est que si c'est mon prof qui me disait ça, d'ailleurs, il n'était pas prof d'histoire de l'art du tout, il était prof de philo. Si tu dis quelque chose, c'est pas pour parler sur les images, en fait. Il faut que le truc te permette de voir ce que tu n'avais pas vu, ou en tout cas de te poser une question que tu n'avais pas vue. C'est Hegel qui dit l'esprit est un os, donc on est là pour le ronger. Donc tu as une idée, tu sais très bien d'ailleurs, même quand tu bricoles dans la vie, ça fait ça. Il faut que tu trouves la solution et même tu marches, tu vis avec ce truc, ça te travaille. Et l'équivalent de Hegel, la suite, c'est l'articulation que faisait mon prof de philo, à part pour histoire de la philo en passant, c'est Nietzsche qui le reliait, alors que c'est pas très relié ensemble, Hegel et Nietzsche, c'est que la philosophie de Nietzsche est là pour être ruminée, dit-il, comme une vache. Il faut la malaxer, trouver. Donc c'est ce que je suis en train de faire devant vous, c'est-à-dire, je crois que c'est ce jeu de mouvement qu'on voyait très, très facilement dans les photos de Sceaux, qui donne de la force aux images de Avedon parce que formellement, on est dans quelque chose de très, très simple. Et Orts, Blumenfeld était plutôt dans les années 30, là on est dans les années 60, il y a 30 ans de décalage, on a quelque chose on est plus proche des modèles, on peut assumer plus même quand ils sont connus, leurs défauts ou leur clownerie. Ils sont moins des personnages à distance, on est entré dans le rapport à elle dans ces années 60. Mais il me semble que les images d'Avedon, elles sont compréhensibles pour avoir ruminé par cette tension du mouvement continuel. C'est pas seulement le punctum dont parlait Barthes, c'est pas seulement quelque chose qui m'attraperait dans l'image. Il me semble Barthes n'y avait pas pensé, hein, je lance l'hypothèse, il y a une espèce de tension visuelle qui crée avant même la signification, qui crée un appel, qui fait qu'il y a quelque chose qui fait que je regarde.
on a l'impression vite fait que les bras et le cercle du cerceau de cosmonaute sont la même chose. On se demande comment elle tient ses bras pour faire ça, d'ailleurs. On dirait qu'il a des oreilles de main. Et cette bizarrerie attire l'attention sur un visage lunaire et enfantin. Et cette bizarrerie est accentuée par la bizarrerie du costume de la dame qui est derrière. Voilà, ce jeu de tension, il est tout dans le travail de Avedon, qui est à gauche sur la photo, et une image pliée de James Baldwin, avec lequel il a fait un merveilleux livre, puisque ces deux personnes-là sont des... Baldwin est quelqu'un de remarquablement intelligent et patient. Voilà, même dans les portraits les plus simples, je les ai mis à la fin, on a un jeu d'effets de surprise un peu qui fait qu'on ne sait pas trop où ça va. Même par le flou, même sur des gens simples, et toujours avec ce fond uni. Et puis la photo très célèbre d'Avedon, il est en séance avec Marilyn Monroe et il décrit assez bien... pendant des heures, elle a chanté, dansé, flirté, elle a joué à être elle, à être Marilyn Monroe, on a ça. Hein. Elle est, de ce point de vue-là, une incarnation de cette modernité, c'est-à-dire modernité, hein. Dans la Marilyn qui est connue, c'est-à-dire être une image nouvelle, formellement parfaite et décalée, et dans ce qui est travaillé par les auteurs, par les écrivains, par certains films, quelque chose qui nous amène vers le contemporain, c'est-à-dire, et qu'on va voir dans l'image de Avedon, quelque chose qui est je suis une légende et qu'est-ce que j'en fais en fait. Toute cette différence, si j'essaye de la formaliser, de la formuler, le moderne est du côté du formel, du côté de la belle forme et de l'invention, le Corbusier, alors que le contemporain, c'est du côté de l'ambiance, en fait, du côté de la fabrication de situations, comme le dit Debord au début, dans le fait que le spectateur doit être en train de chercher ce qui va se passer. Alors le suspense est à son comble, resté. Pendant des heures, elle a dansé, chanté, flirté, elle a joué à être elle-même, à être Marilyn Monroe. Hop, révision, vous allez voter pour la préférée. Elle est très belle, elle s'habille, elle a un charisme invraisemblable, une façon d'attraper l'objectif invraisemblable. Et puis la chute inévitable, et quand la nuit fut finie, quand le vin blanc fut terminé, et que la danse prit fin, elle s'est assise dans un coin comme une enfant vide. Hein, c'est fatigant d'être Marilyn Monroe, essayez-vous. Je la voyais s'asseoir tranquillement, sans expression sur son visage, je me dirigeais vers elle. Je ne voulais pas la photographier à son insu. Voilà. On est en train de fabriquer un simulacre, on est en train de le comprendre. Et comme j'arrivais avec l'appareil, j'ai vu qu'elle ne disait pas non. Voilà. Chef-d'œuvre, on peut dire ça. Parce qu'on a tous les brillants, elle est un peu fatiguée, c'est juste après. C'est incroyable quand on compare les deux. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui ne peut pas être compris de ce que je voudrais en analyser. Hein. Je suis plutôt contre l'analyse des images par les sentiments, par l'anecdote, par la narration qui dirait voilà, elle est triste, c'est Marilyn, personne l'aime, elle se fait larguer tout le temps, elle va se flinguer. Je dis la même chose quand on parle de Van Gogh. En fait, on ne peut pas regarder les images par l'histoire qui est derrière seulement ou pas du tout. Parce que Barthes nous l'a beaucoup raconté, l'image, elle fait sa vie, en fait. C'est ça qui donne sa force, c'est qu'on ne connaisse pas forcément ce qui est dessus pour qu'elle vienne nous chercher. Et on reverra Avedon sur cette question-là, dans 2 secondes. On a, dans des livres qui sont parus chez Taschen, le travail d'Avedon avec toute la planche contact qui permet de regarder comment le travail de la lumière se retrouve un peu partout. Comment, chez Dylan ou chez un anonyme dans la rue, Avedon fabrique un rapport frontal au personnage. Ça y est, j'ai déjà débordé, mais j'ai dit que ça prendrait plein de temps, alors. On est tranquille. Donc je ne vais pas avoir le temps de vous montrer Irving Penn, il faudra en revenir. Par contre, on va regarder un petit truc de Roland Barthes et un bout d'Antonioni. Vous allez me dire, vous êtes monomaniaque du Barthes. Hein. Bon, la chambre claire, on a compris. Le studium, ce que ça raconte, l'information, William Klein. Le punctum,
la coprésence de deux éléments. C'est-à-dire, ce qui vient me piquer, ce qui vient me surprendre, c'est que la douceur, le flou du plissé de la bonne sœur qui passe innocente avec des militaires au Nicaragua en 79. Voilà, la coprésence de deux éléments. C'est ce que j'ai appelé la tension, mais je dis au-dessus de Barthes, c'est tout à fait immodeste, mais on cherche. Alors, Monsieur Barthes, je suis sûr qu'il serait content qu'on continue. Hein. Je pense qu'il peut y avoir une coprésence visuelle, formelle, c'est-à-dire un élément. C'est ce qui m'a fait démonter tout doucement Avdon, c'est que c'est tout blanc, lumière artificielle, plus d'extérieur, plus. Mais il y a quelque chose du mouvement dans quelque chose dans l'image, même si c'est un portrait cadré serré. Et on disait sur William Klein, l'espèce de jeu, ce que je vois avec obstination, ce sont les mauvaises dents du petit garçon. Et on verra plus tard le travail de Robert Mapplethorpe, qui est dans la continuité de ça, l'espèce de double portrait invraisemblable de Philip Glass et Bob Wilson, qui sont à la fois symétriques, à la fois pas symétriques. Mais Barthes part d'une photo de Richard Avedon qui est merveilleuse. Fond blanc, visage puissant. Derrière moi, Irving Penn, Miles Davis. J'en parlerai lundi. On ne sait pas s'il est aveugle, on ne sait pas s'il nous regarde. On sent qu'il y a quelque chose de marqué dans son visage. Et le fond blanc le fait sortir. Il a un visage un peu grand, un peu. On est très très proche, hein, donc il a une grande gueule un peu marquée. On sent que c'est un gars qui n'a pas dû rigoler. Et le fait de le faire sortir en fond blanc accentue la présence du temps passé sur l'ensemble. Et ce que dit Barthes déjà est intéressant. Voilà, le masque. On a un masque en fait. On a un visage qui est plus qu'un visage qui dit quelque chose parce qu'il ressort dans la découpe. Et parce que le blanc accentue cette découpe, et ce que dit Barthes, puis il fait de la sémiologie, le sens absolument pur, c'est-à-dire tout est dit dans ce visage, et on pourrait le regarder comme quelque chose de touchant, de la vieillesse de cet homme, de la dureté sans doute de sa vie, mais c'est là où on entre dans quelque chose qui est contemporain, c'est là où je veux en venir, qui n'est pas qu'une forme, c'est que le titre en fait va changer la donne. Le titre, c'est William Casby, né esclave. D'un seul coup, l'image qui est devant nous, qui est une virtuosité formelle, qui fait ressortir la gueule du mec, qui montre qu'il est là, quoi, il est présent. Il s'agit, dès qu'on a l'information, quelque chose change en fait pour nous. Quelque chose qui fait que je rajoute du sens à l'image. Ça, c'est pas qu'une recherche de forme. On est effectivement dans quelque chose qui est très dur humainement et qui nous fait prendre du recul presque. Mais c'est là où Barthes choisit des images qui ont un intérêt énorme. C'est que ça nous rappelle que la tension qui est dans l'image peut venir nous chercher, c'est ça le punctum, même si on ne sait pas tout, même si on ne savait pas ça, il pouvait y avoir quelque chose qui vienne nous interpeller. Alors en amont de Barthes, je remonte encore plus loin, un petit coup de Walter Benjamin avant de se quitter le week-end. L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductivité technique, vous devriez le savoir par cœur, j'arrête pas de me référer toujours aux deux mêmes. On dirait que je suis un maniaque ou que j'ai lu 2 bouquins. Il y a de ça. Pour rappel, parce que ça a été dit 1000 fois, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductivité technique, à partir du moment où l'image devient multiple, elle perd du caractère rituel un peu incroyable, unique, en circulant à plein d'endroits. Et premièrement, c'est le premier livre écrit sur la photographie et sa circulation d'images, quand même, c'est pas négligeable, on est dans les années 20-30. Et il y a des notes sur la photographie qui ont été éditées plus tard qui sont tout à fait passionnantes aussi de Walter Benjamin. Et surtout, ça nous permet, quand il dit quand je suis devant une copie de cinéma, je ne suis pas en train de me demander si c'est l'original ou pas, c'est un multiple. Hein. C'est le régime des images de l'époque moderne que décrit Benjamin. Mais il y a une dernière partie qui va avec mon sujet du jour, à la fois parce que je mets en vis-à-vis les remarques de Walter Benjamin dans ce bouquin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, avec le blow-up d'Antonioni de 66. Un photographe de mode qui prend des photos de mode, qui est un peu odieux. Et en intercalant certaines remarques de Benjamin, on va voir qu'il y a
qu'il n'y a pas que cette compréhension de l'époque moderne et de la reproductivité, il parle pas mal du cinéma. Voilà. La notion d'aura, à l'époque de la reproductivité technique, dépérit. C'est-à-dire le truc qui fait que c'est fort, que je vais voir la Joconde et que c'est la pièce unique. Les nouveautés nous concernant avec M. Benjamin. De jour en jour, le besoin s'impose de façon plus impérieuse de posséder l'objet d'aussi près que possible dans l'image, ou peut-on dans son reflet, dans sa reproduction. Le fait que ça se multiplie n'est pas un obstacle à l'image, et l'image de mode est au cœur de ça. Je peux avoir c'est pas l'original, je m'en fous en fait, mais c'est ce jeu de décalage avec le premier degré. Il est incontestable que tel que le fournissent le journal illustré, les actualités filmées, la reproduction se distingue de l'image. En celle-ci, l'unicité et la durée sont aussi étroitement liées. On va y venir. Des images d'Antonioni, un concert, des small face, c'est un doute. De plus en plus, l'œuvre d'art reproduite devient reproduction d'une œuvre d'art conçue pour être reproductible. C'est-à-dire que, on l'avait déjà abordé, ça, l'image est pensée pour être un multiple. On sait d'avance que si vous fabriquez un jeu vidéo, vous savez très bien qu'il n'y aura pas un original. Et ça fait partie de la façon de le faire. Et donc, par exemple, je m'en suis servi pour analyser Warhol. Le fait que Marilyn Monroe soit reproduite plein de fois, c'est une façon de montrer qu'elle n'est plus qu'une image. C'est l'antithèse qu'on peut mettre face à l'image d'Avedon. C'est très intéressant de les comparer. On va le faire. Et la compréhension de l'œuvre devient différente. Voilà, la plaque photographique, on peut tirer un grand nombre d'œuvres. Il serait absurde de demander laquelle est authentique. On s'est dépensé en vaine subtilité pour décider si la photographie ou non était un art, mais on ne s'est pas demandé d'abord si cette invention ne transformait pas le caractère de l'art. Puisque ça devient reproductible, multiple, ça va changer tout. Et là où je veux en venir pour le cinéma et Antonioni, et je vais conclure bientôt, comme dirait l'autre, je vais conclure, c'est l'acteur de théâtre en personne qui présente au public sa performance artistique. Là, on est sur scène et on montre son travail. L'acteur de cinéma réclame la médiation de tout un appareil. Ce que dit Benjamin, qu'on n'a pas analysé du tout, pas regardé, c'est que la façon de jouer pour le théâtre n'est pas la même qu'au cinéma. Ça, tout le monde peut très bien l'entendre. Couper, on refait sur un nombre de semaines invraisemblable. C'est pas le même métier. Il y en a qui sont plus doués pour l'un que pour l'autre. Quand on est doué pour les deux, c'est qu'on a deux muscles très développés. Mais c'est pas seulement ce qui est en train d'être dit, c'est que... Alors, il y a une amorce que j'ai déjà dite, c'est que si tu sais que ça va être coupé et que c'est bout à bout, tu sais très bien que ce que tu donnes va être transformé. L'autre particularité tient à ce que l'interprète du film, ne présentant pas lui-même sa performance au public, il n'a pas, comme l'acteur de théâtre, la possibilité d'adapter son jeu en cours de représentation aux réactions des spectateurs. Pas de cabotinage, tu es devant une machine en fait. Le public se trouve, et c'est ça qui m'intéresse, donc il est obligé de faire confiance au metteur en scène, réalisateur et au monteur, mais c'est le public qui change en fait. Le public se trouve dans la situation d'un expert dont le jugement n'est troublé par aucun contact personnel avec l'interprète. L'image est glacée dans l'image de mode. Elle me met, moi, en situation de celui qui va vivre et utiliser cette image. Je deviens une espèce d'expert puisqu'il n'y a plus le temps de la représentation ou la fragilité de l'œuvre qui est devant moi. Et d'ailleurs, avec le mépris que ça peut avoir, c'est des images à la con, glacées, achetées, vendues, posters, jetées. Il contient un certain nombre de mouvements, le film, qui doivent être reconnus comme des mouvements de caméra, sans parler de prise spéciale, des gros plans. La performance de l'acteur se trouve ainsi soumise à une série de tests optiques. L'aura des interprètes ne peut alors que disparaître, et avec elle, celle des personnages qu'ils représentent. Il y a une critique du cinéma chez Benjamin. On a l'impression que la présence forte qu'il y avait dans le théâtre, on voit bien la différence du théâtre et du cinéma, je la comprends en comparant avec toute cette scène de mime qu'il y a dans Antonioni. C'est presque toujours en jouant le moins au cinéma qu'on obtient le plus d'effets. Le dernier progrès du film consiste à réduire l'acteur à un accessoire qu'on choisit caractéristique et qu'on situe à la bonne place. Il y a un enjeu dans la façon de faire jouer et de montrer telle ou telle chose. L'acteur de théâtre entre dans la peau de son personnage, dit Benjamin, chose qui est très fréquemment interdite à l'acteur de cinéma. Il n'a pas le temps forcément. Son rôle qu'il ne joue pas de façon suivie est recomposé à partir d'une série de performances discontinues. Ça, c'est ce qui est beau avec les philosophes quand même. Ils nous font réfléchir à des trucs auxquels on n'avait pas pensé avant. On est bien emmerdé pour le week-end, merci les gars. Voilà, c'est vrai que si je joue bout par bout, que je rentre chez moi le soir,
Voilà, je ne suis pas Cyrano de Bergerac Depardieu en 4 secondes, alors qu'au théâtre, c'est ce soir. La question que pose Blow Up, c'est ça, celle de prendre en photo comme un photographe de mode. C'est David Bailey qui sert d'inspirateur au film d'Antonioni. Le photographe prend des images sans qu'on lui demande, et d'un seul coup, par le gros plan, il se rend compte que il y a dans l'image une scène de crime qu'il a capturée sans le savoir. Il est en train de déduire, il est en train de jouer avec l'image et d'être dans l'image, en fait. La dame est en train de regarder quelque chose, elle est surprise. Qu'est-ce qu'elle est en train de regarder? Il va tirer, agrandir encore. Il se rend compte, et nous aussi avec, je ne vous divulgage pas trop, il est en train de se rendre compte, c'est un peu tendu, avec loupe, que qu'est-ce qu'elle regarde et en quoi elle est effrayée. Que l'on compare l'écran sur lequel se déroule le film à la toile sur laquelle se déroule le tableau. Cette dernière invite le spectateur à la contemplation. Devant elle, il peut s'abandonner à ses associations d'idées, rien de tel devant les prises de vue du film, parce qu'à peine les a-t-il saisies, le spectateur, elles sont métamorphosées, elles disparaissent, on n'est pas devant une image, on est devant une espèce de continuum. Ça, on s'en doutait, mais qu'est-ce que ça change pour nous? Le public des salles obscures est bien un examinateur, mais un examinateur distrait. Ça, on pourrait en faire une thèse. Examinateur distrait. Déjà, ça a l'air d'être une sorte pas d'antiphrase, mais de contradiction dans les termes. Et comment je peux être examinateur et distrait en même temps? C'est peut-être ce qui est au cœur de notre question de la forme. C'est-à-dire que la forme qui est devant nous, oui, c'est ça. La forme qui est devant nous, elle n'est pas forcément ce qu'on croit, et que de la distraction de la vision du film, je deviens obligatoirement une espèce d'enquêteur qui va devoir aller plus loin. Ça apparaît facilement dans les images de William Klein, ça apparaît facilement dans Cindy Sherman qu'on va voir, puisqu'il y a du maquillage, il y a du simulacre. Mais sur les images de mode qui sont belles, c'est pas évident à deviner. Mais c'est ça qui est en train de pointer du doigt Benjamin, c'est-à-dire, est-ce que je peux être un examinateur distrait? Comment je peux me retrouver face à une image, la regarder comme quelque chose de simple, et que cette image contienne quelque chose que je n'avais pas prévu. Voilà la situation du spectateur de l'œuvre contemporaine. La conclusion, avant de partir, c'est encore un petit blow-up de merveilleux Luc Lagier qui s'est amusé, normalement ça ne va pas vous divulgacher, mais à résumer tout blow-up en 3 minutes sans donner de détails. À lundi. C'est disponible sur Internet facilement. Comme le festival de Cannes commence dans quelques jours, j'ai eu envie de revoir une Palme d'Or. Mais j'avais pas envie d'écouter du Wagner, ni du Björk, encore moins Love Me Tender chanté par Nicolas Cage. Non, ce que je voulais, c'était écouter du Herbie Hancock, agrandir des photos et me balader dans Londres. Bref, j'ai décidé de revoir Blow Up d'Antonioni. Blow Up, un photographe, des modèles, un parc désert, une loupe, des agrandissements, un concert de rock et une voiture remplie de mimes. Bref, Blow Up. David Hemmings est photographe de mode, il s'immerge dans une usine, puis il rentre chez lui, il se rase, et puis il se rend chez un antiquaire et achète une hélice. Je me suis demandé si à cette époque, David Hemmings n'était pas l'acteur le plus classe du cinéma anglais. Mais je me suis souvenu de Michael Caine. Alors non, à cette époque, David Hemmings n'était pas le plus classe du cinéma anglais, mais vraiment pas loin. Et puis j'ai repris le fil de Blow Up. David Hemmings s'ennuie, il fait des trucs incroyables avec ses doigts, il croise Jane Birkin et une collègue, il évite une poutre de justesse. Sinon, il ouvre une porte très mauve, il téléphone dans une cabine très rouge et se rend dans un parc très vert. Et puis il fait n'importe quoi ici, et puis ici aussi. Après, j'ai accéléré et j'en suis arrivé au morceau de bravoure de Blow Up. David Hemmings développe ses photos prises au parc, il boit, il regarde ses photos à la loupe, il boit, il agrandit ses photos et puis il boit. Un petit aparté, c'est qu'il y a un peintre dont j'ai parlé, qui est anglais et qui est de ces années-là, c'est David Hockney, dont l'univers de jeu avec l'image, oui, il est souvent caché, le personnage, et on est derrière un décor, comme si on était un voyeur qui était en train de le mater. Il y a toujours une espèce d'ambiguïté dans l'image elle-même, qui fait que cette surface
de la photo de mode et cache quelque chose de complexe. Je me suis dit que c'était assez remarquable que toute cette scène soit à ce point dans le silence. Je me suis dit que si on devait faire aujourd'hui un remake hollywoodien de Blow Up, on y rajouterait évidemment une grosse musique. Et puis j'ai repris le fil de la scène. David Hemmings voit dans ses photos un homme, peut-être, une arme, peut-être, et un cadavre, peut-être. J'ai évidemment pensé à Gene Hackman dans Conversation secrète et à John Travolta dans Blowout. Je me suis dit que ce serait bien de faire un recut mélangeant les trois films. Et puis je me suis rappelé qu'en fait, je l'avais déjà fait. Alors j'ai appris Blow Up, et j'en suis arrivé à la scène où David Hemmings se rend au parc de nuit pour vérifier s'il y a bien un cadavre, et c'est là qu'il plonge dans un film d'horreur. Enfin presque. Après, David Hemmings erre en voiture dans Londres, il passe devant Eldon Street, la rue que David Bowie immortalisera sur la pochette de Ziggy Stardust, et puis il assiste à un concert des Yardbirds, il se rend à une soirée, s'y endort, et revient au petit matin au parc, mais le cadavre a disparu. Alors arrive une troupe de mimes qui organise une partie de tennis imaginaire. J'ai pensé à Alain Chabat dans La Cité de la Peur. Barrez-vous, cours de mime! Mais pas longtemps. Et puis la dernière scène, la balle de tennis imaginaire tombe hors du cours, David Hemmings va la chercher et la relance au mime, et sur le visage de David Hemmings, Exit Music for a Film de Radiohead. Non, ça c'est moi qui l'invente. En même temps, pour finir, pourquoi pas. Wake from your sleep, the drying of your tears today. We escape, we escape. À demain!